Hello, hello, Jean-Jacques Mambo, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur un autre livre, un très bon livre qui a une valeur, j'ai envie de dire, sentimentale pour moi, Hannibal Abraham, l'aïeul noir de Pouchkine. Alors avant que je commence à développer, parce que j'oublie toujours de le faire, souscrivez, appuyez sur le bouton rouge, appuyez sur la cloche, comme ça dès que j'envoie une vidéo, vous serez au courant, ok? Mais pour revenir dans le vif du sujet, qui est le livre, donc Abraham Hannibal, l'aïeul noir de Pouchkine, qui a été écrit par Dieudonné Niamonkou et qui a été édité à la maison d'édition Présence Africaine, qu'on ne présente plus, bien entendu. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet directement, mais peut-être qu'avant ça, je vais donner une petite histoire qui vous fera comprendre pourquoi ce livre a une valeur sentimentale pour moi. C'est-à-dire qu'il y a un peu moins d'une dizaine d'années, quand ma fille elle avait peut-être 8 ans, aujourd'hui elle a 10 ans, non, elle avait peut-être même un an, ouais, elle avait un an, quelque chose comme ça. Et ben j'arrivais pas à trouver des livres pour enfants que je trouvais assez intéressants à lui lire pour la faire dormir. En plus, bon, elle était un peu chiante pour dire la vérité, quand tu l'envoyais dormir, elle voulait jamais dormir. Donc il fallait que je trouve des livres à lui lire, et comme ma femme et moi n'en trouvions pas, et que j'étais justement en train de lire ce livre, et que je trouvais qu'il était écrit d'une manière vraiment, d'une très belle manière, et que surtout, le fond, l'histoire est extraordinaire. C'est-à-dire que l'histoire est vraiment extraordinaire. Donc, j'ai lu ce livre à haute voix à mes deux filles, pour les endormir quand elles avaient peut-être un an et demi, 2 ans, tu vois. Je fais ça avec la première, après je fais ça avec la deuxième. Et donc c'est pour ça que ce livre, je le trouve, c'est-à-dire qu'il a une place spéciale, on va dire, dans mon cœur. De deux, j'avais rencontré l'auteur, donc Dieudonné Niamonkou, c'était en fin 2018 à la librairie de Taméry, où vous pourrez trouver le livre. Je mettrai le lien en bas. Et donc, il m'avait fait une superbe dédicace de son livre. Donc, voilà quoi. Donc, voilà deux raisons pour lesquelles, qui n'ont rien à voir avec, bon, qui ont plus ou moins à voir avec le livre, pour lesquelles ce livre a une valeur, on va dire, sentimentale pour moi. Mais maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, Abraham Hannibal, nous le voyons ici. Dans le titre, on a l'aïeul noir de Pouchkine. Alors, Pouchkine, je ne vais pas trop en parler dans cette revue, parce que ce n'est pas une revue sur Pouchkine, c'est vraiment une revue sur Hannibal. Et c'est vraiment l'histoire de cet homme extraordinaire dont je vais donner quelques bribes comme ça. D'accord? Donc, qui était notre héros, hein, notre protagoniste principal? C'était Hannibal, Abraham Hannibal, qui était né en 1696 à Logone-Birni. Donc Logone-Birni, c'est non loin du lac Tchad, d'accord, donc dans l'extrême nord du Cameroun, actuel, bien entendu, en 1696, il n'y avait pas de Cameroun. Hein. Et en fait, ce qui se passait à cette époque-là, c'était que, si tu veux, il y avait beaucoup de razzias négrières, notamment des empires, des différents empires islamiques, musulmans. Donc ils venaient, ils faisaient des razzias, hein, comme on dit. Ils prenaient beaucoup d'enfants. Souvent comment on pourrait dire ça, les jeunes garçons, c'est-à-dire qu'une fois arrivés entre guillemets dans ce nouveau monde là, ils étaient, si tu veux, castrés pour pas qu'ils puissent se reproduire, pour pas qu'il y ait un remplacement de population, hein, on pourrait dire ça comme ça. Et souvent les filles étaient retrouvées dans des comment on appelle ça, dans les bordels, quoi, dans les harems, voilà. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que dans ce processus de razzia, notre héros Hannibal avait été rasé. D'accord? Donc ça, c'était en 1703. Donc il avait déjà 7 ans. Et quand ça s'est passé, si tu veux, sa petite sœur qui s'appelait Lagan, c'est-à-dire qui s'appelait du nom de la rivière Lagan, son village, ou la ville dans laquelle il habitait, c'était Logon. Sa sœur s'appelait Lagan et la rivière qui passait dans les coins là, ça s'appelait aussi Lagan. Et quand donc ils ont embarqué son frère
pour l'amener à un destin qui était censé être un destin tragique, hein. Soyons très clairs là-dessus. Sa petite sœur, sa sœur en tout cas, s'est jetée dans la rivière qui porte le même nom qu'elle, et elle en est décédée, tu vois. Donc plus tard même, Abraham racontera, Abraham Hannibal racontera lui-même cette anecdote quand il parlait justement avec sa femme, quand il était en train de voilà quoi, faire des voyages dans le temps, dans sa tête, à raconter ses histoires et tout, quand il parlait de son Afrique à sa femme. Puisqu'en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ce jeune homme, donc, qui allait devenir Hannibal, c'est-à-dire qu'il a fait donc toute la traversée du transsaharienne, tu vois, et il fut donc acheté maintenant par des diplomates russes qui avaient été donc envoyés pour trouver un petit nègre. J'utilise le mot nègre. Si ça dérange les gens que j'utilise le mot nègre, bon bah écoute, ça te dérange, pas moi. Et ils avaient été envoyés par Pierre Ier, Pierre le Grand, Pierre Petrovitch, le tsar de la Russie à l'époque, tu vois ce que je veux dire, pour qu'on lui trouve un petit nègre, pour qu'il puisse en fait l'élever à côté de lui et lui donner une éducation, c'est-à-dire la meilleure éducation qu'il puisse lui donner. Et en fait, dans sa pensée à Pierre le Grand, il avait fait ça en fait, si tu veux, pour montrer à sa population qui était plutôt réfractaire aux sciences, aux mathématiques, on va dire à l'érudition, hein, vraiment, hein, surtout la noblesse qui était, eux ils préféraient rester dans leur noblesse sans qu'on leur prenne la tête avec, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, l'intelligence, le développement de la nation à ce niveau-là. Mais Pierre le Grand, lui, il voulait que la Russie, c'est-à-dire l'Empire russe, devienne une puissance reconnue, quoi. Et ça passait forcément par l'éducation des élites. Ok? Donc, si tu veux, c'était comme une expérience, hein, qu'il avait fait, en fait, si tu veux, hein, Pierre, hein, à cette époque-là. Donc, Abraham arrive en Russie une année plus tard, en tout cas l'année d'après, en 1704. D'accord? Donc maintenant, quand il arrive là, il est directement baptisé et il devient, si tu veux, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Il devient très rapidement est-ce qu'on peut dire la coqueluche? Est-ce qu'on peut dire le chouchou? Est-ce qu'on peut dire, comment est-ce qu'on va dire ça? En tout cas, partout où, donc le tsar, Pierre Ier, Pierre le Grand, partout où il passe, Hannibal n'est jamais loin. C'est-à-dire que même en grandissant par la suite, quand il va grandir, même quand il aura des messages secrets à envoyer à certaines personnes, il enverra son confident Hannibal pour délivrer ces messages. Et quand je dis confident, il n'y a rien de... il n'y a pas de guillemets à mettre ou quoi. C'est vraiment son confident, c'est-à-dire c'était son homme, c'est-à-dire c'est lui-même qui l'avait élevé, c'était comme son fils, c'était vraiment son confident, quoi, mais son bras droit, c'est-à-dire son bras droit, le gars sur qui il pouvait compter, tu vois ce que je veux dire? Et donc de là, donc de 1704 jusqu'à 1718, il va être élevé vraiment aux côtés, j'ai même envie de dire au chevet, en fait, compte de Pierre le Grand, qui était un homme vraiment, qui avait vraiment une vision pour son peuple, tu vois, il voulait vraiment développer la nation, l'Empire russe, tu vois ce que je veux dire? Et pour lui, je me répète, ça passait par l'éducation des élites qui étaient réfractaires à ça. Donc, et Pierre le Grand, c'était un gars qui allait en guerre, quoi, hein, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que par exemple, ils ont fait une guerre avec la Suède qui a duré 20 ans, la guerre de 20 ans, ils appellent ça. Et bien dès que Abraham était en âge d'aller en guerre, et ben il partait aux côtés de Pierre le Grand. Donc, il faut bien comprendre que d'une, il a reçu la meilleure éducation que tu pouvais recevoir à l'époque, en Russie. De deux, il était de tous les fronts dont Pierre le Grand, si tu veux, faisait, tu vois ce que je dis, dès qu'il y avait guerre, dès qu'il y avait un front, Pierre le Grand était toujours là, et Hannibal n'était jamais loin, tu vois, donc il a aussi connu la guerre, tu vois ce que je veux dire? Et donc, à partir de 1718,
jusqu'à 1723, c'est-à-dire jusqu'en janvier 1723, donc 4 ans et des poussières, tu vois, il va passer maintenant à une autre éducation où on l'amène en France. Donc il passe par la France, en allant à la France, il passe par la Hollande, il s'arrête pendant 3 mois en Hollande, et partout où il s'arrête, il achète des livres, il achète, c'est-à-dire qu'il achète, si tu veux, comment est-ce qu'on va dire, des artefacts, on va dire, c'est-à-dire qu'il construit une collection, entre guillemets, de souvenirs, mais très axée dans l'éducation, l'apprentissage, c'est-à-dire les mathématiques, les langues. Dans la bibliothèque d'Abraham, c'est-à-dire que quand il voyageait, quand il est revenu par exemple de France, il avait une bibliothèque de je ne sais pas combien de livres. Il y avait des livres en français, il y avait des livres en allemand, il y avait des livres en hollandais. Donc, c'était vraiment quelqu'un c'était vraiment quelqu'un d'intelligent, quelqu'un d'instruit, quelqu'un qui faisait les choses avec beaucoup d'attachement, beaucoup de patriotisme aussi pour la Russie, puisque vraiment il était dans le sillage d'un homme qui avait une vision pour son peuple qui était des plus grandes, quoi, d'accord? Donc ça, il faut vraiment bien le comprendre pour apprécier le personnage, ok? Donc là, on passe, donc comme je t'ai dit, hein, là on passe à sa période où il part en France, d'accord? Alors peut-être qu'avant ça, je vais donner les grades qu'il a eus par la suite. Donc les titres qu'il a eus, Abraham, hein, donc en Russie dans sa vie, il est devenu général en chef de l'armée impériale russe, directeur général des fortifications, chef du corps des ingénieurs. Il rédige en 1726 un livre de géométrie et de fortification pour les élèves en ingénierie, etc., etc., etc. Il recevra les cordons, différents cordons, comment est-ce qu'on va dire, titres, si tu veux, tu vois, comme on dit, différents titres honorifiques, tu vois, de l'Empire russe pour ses services, pour les grands services qu'il a rendus à la nation. Tu vois ce que je veux dire. Et il était vraiment un maître en la matière de fortification. Donc pendant ces 4 années des poussières qu'il va passer en France, il va vraiment avoir, si tu veux, une éducation, si tu veux, on va dire au plus haut niveau. Hein, au plus haut niveau de ce qui se fait en termes de génie, en termes de génie, tu vois, c'est-à-dire au niveau de l'armée, dans le génie, il atteint les plus hauts niveaux. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, quand il revient en Russie, donc 4 ans après, Pierre le Grand, il est content de le voir, donc il l'envoie dans différentes campagnes. Mais ce qui se passe, c'est que Pierre le Grand, il meurt en 1725. Donc une fois qu'il meurt en 1725, il avait mis sa femme en tant qu'impératrice, d'accord? Mais si tu veux, elle était beaucoup plus facilement influençable. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus de ça, elle ne restera pas longtemps, si tu veux, à la tête de l'Empire, puisque elle va mourir tragiquement 2 ans après. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pendant ce temps-là, il était toujours, disons, dans les bonnes grâces. Hein, tu vois ce que je veux dire de l'impératrice. Simplement, l'impératrice, elle était très, très influençable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le sillage, si tu veux, de Pierre le Grand, si tu veux, dans la cour royale, dans la cour de l'Empire russe, il y avait beaucoup... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de messes basses et chacun tire la couverture de son côté. Chacun exerce un jeu de manipulation, un jeu de pouvoir pour pouvoir être bien vu par l'empereur ou l'impératrice, pour que quand des décisions soient prises, elles soient prises et que tu puisses en bénéficier. Hein, tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu veux, quand Pierre le Grand il meurt, il y a un énorme jeu, je dirais, de Game of Thrones, tu vois, c'est-à-dire que l'impératrice arrive, l'impératrice meurt, donc ensuite c'est donc le petit-fils de Pierre le Grand qu'on met en tant que empereur, mais il est trop jeune, quoi, tu vois, et si tu veux, il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'influence. Et donc ça dure pendant à peu près plus d'une dizaine d'années, tu vois. Donc pendant une quinzaine d'années, il y a vraiment un jeu de Game of Thrones. Je ne rentre pas dans les détails.
C'est très très bien expliqué dedans. Donc Dieudonné Niamankou fait un travail, j'ai envie de dire oui, historiographique qui est super parce que à cette époque-là, bien entendu, il n'y avait pas d'internet, mais il y a beaucoup de correspondances par lettres, d'accord? Et on a beaucoup de, j'ai envie de dire, des chutes de toutes ces lettres et ça nous donne, c'est-à-dire ça nous met vraiment dans l'ambiance, c'est-à-dire dans l'ambiance, c'est-à-dire actuelle des faits, en fait. Hein. Comme je dis, ce jeu de Game of Thrones, c'est vraiment, moi je trouve ça, j'ai trouvé que c'était passionnant, tu vois, parce que les gens, comme on dit, ils se poignardent dans le dos, ils se font des coups, ils font... Et puis, il y a aussi un jeu d'influence au niveau des mariages. Qui est-ce qu'on va marier avec qui pour pouvoir avoir, si tu veux, bah, justement, plus d'influence sur l'empereur ou l'impératrice, tu vois. Donc tout ça, ça se passe. À un moment donné, il est professeur même du futur empereur. À un moment donné, quand il tombe en disgrâce, quand le futur petit empereur il meurt, quelqu'un d'autre prend la succession. Et puis à ce moment-là, les gens qui avaient entre guillemets une dent contre Abraham l'envoient même en exil. C'est-à-dire qu'un exil caché, où on l'envoie dans des contrées très reculées de la capitale qui est Saint-Pétersbourg. On l'envoie faire des travaux qui servent à rien, dans des villes qui servent à rien, jusqu'à il l'a envoyé jusqu'en Sibérie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on l'a envoyé, c'est-à-dire loin, c'est-à-dire qu'il ne soit pas dans les pattes des gens qui prennent les décisions, tu vois. Et comme lui, eh ben, c'était un patriote, et un patriote, bien entendu, il était étranger, mais c'était quand même un patriote. Malgré ça, il continuera à faire son travail d'arrache-pied. Alors que, comme j'ai dit, hein, il était déjà lieutenant-commandant, il était déjà professeur du futur tsar, c'était l'ingénieur de fortification, au niveau des fortifications, le plus qualifié. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment lui qui a fait beaucoup de fortifications dans tout l'Empire russe, tu vois, puisque il menait des guerres sur plusieurs fronts. Dans tout l'Empire russe, c'était lui, on va dire l'ingénieur le mieux qualifié pour pouvoir entamer ces grands travaux, tu vois. Donc, il y a même une ville de Kronsdal où il fera même des canaux, tu vois, des systèmes de canalisation, des canals, tu vois. C'est lui qui sera, si tu veux, en charge de toutes ces grandes constructions, de tous ces grands édifices. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose à retenir. Une autre chose qui est très importante, c'est que quand il était en France, c'est-à-dire qu'en tant qu'étranger, il avait le droit d'aller au Collège de France, mais il n'avait pas le droit si tu veux, de faire partie de l'école justement du génie militaire français où il devait faire sa spécialisation en fait, tu vois. Donc pour se spécialiser, étant donné qu'il était étranger, il n'avait pas le droit de... C'est-à-dire que voilà, quoi, les Français, ils s'occupent de donner l'éducation aux Français, tu vois. Mais comme lui, on l'avait envoyé là-bas avec beaucoup d'espoir, tu vois, la ruse qu'il a trouvée pour pouvoir, si tu veux, avoir les galons pour pouvoir rentrer dans l'école, c'était qu'à l'époque, la France était en guerre avec, si tu veux, l'Espagne. Donc lui, étant donné, comme j'ai dit, hein, il connaissait déjà la guerre, tu vois. Donc aller au front, si tu veux, ça lui faisait pas peur. Donc il s'est maintenant engagé dans l'armée française, où il a obtenu le titre d'ingénieur-lieutenant. Tu vois ce que je veux dire? Il sera même blessé à la tête au front, mais à la sortie de cette guerre, il aura les galons nécessaires en tant qu'ancien, si tu veux, ancien militaire, il aura, si tu veux, les galons ou le droit nécessaire d'aller faire, si tu veux, d'aller finir ses études, d'aller faire sa qualification en expert des fortifications. Et ça, c'est très important. C'est très important à mentionner parce que ce qu'il a appris justement en France, c'est quelque chose qu'il va mettre en action vraiment en Russie et c'est très important de le souligner. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'était quelqu'un qui... c'était quelqu'un d'une droiture extrême. Tu vois ce que je veux dire? Et pendant toute sa vie, il faisait preuve, si tu veux, du... Souvent, les gens aiment dire que oui, il était en avance sur son... Quand on parle de quelqu'un qui est en avance sur son temps, des fois, c'est pour dire que, en fait... en tout cas, c'est pour dire le contraire de ce qu'on souhaite dire. Mais bref. Mais quand je dis qu'il était en avance sur son temps,
peut-être dû aussi à ses origines, peut-être dû aussi à son histoire, c'était un grand humaniste. C'est-à-dire que dans sa carrière militaire, il avait déjà tout raflé, tu vois. Si bien que, même c'est-à-dire quand sa sœur, en tout cas la fille de Pierre, prend le pouvoir, d'accord, ça c'était en 1741, donc il la considère comme sa sœur, tu vois, elle est comme sa sœur, tu vois. Et ben elle le fait rappeler, c'est là où il était en exil, elle le fait rappeler et lui donne directement le titre de général-major et commandant de la garnison de Reval. Reval, c'est du côté de la mer Baltique, d'accord? Donc, directement, quand sa sœur, entre guillemets, la fille du tsar, qui était son parrain, tu vois, donc quand elle revient, elle a vraiment pas oublié, entre guillemets, son frère africain, son frère avec qui elle a grandi, et elle l'a fait rappeler directement parce qu'elle savait déjà l'éducation qu'il avait eue, elle savait qu'il était, si tu veux, fidèle à la nation, et elle savait que le mec, c'était l'ingénieur le mieux formé de tout le pays pour entreprendre ces grands travaux-là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, si tu veux, quand maintenant tu deviens général-major, quand tu as tous ces titres, à un moment donné, il avait tous ces titres, mais il lui manquait un titre de noblesse. Donc, il a demandé à sa sœur qu'on lui donne aussi maintenant un titre de noblesse, et il sera fait chevalier par la même occasion. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce qui est important de souligner au niveau de l'humanisme d'Abraham, d'Hannibal, c'est que, comme j'ai dit, quand il faisait signer des contrats à des gens qui allaient s'occuper de ses serfs, il disait « Le présent contrat devient nul s'il est imposé aux paysans des normes de corvée préétablies et s'ils sont fouettés ou opprimés d'une façon quelconque. » Donc, c'est-à-dire que il était contre les châtiments corporels qui pourraient être affligés à ses serfs. Tu vois ce que je veux dire? Alors que, si tu veux, dans la loi de l'Empire, quoi, tu vois, c'était quelque chose de normal, tu vois. C'était quelque chose de normal de dire que voilà, toi, t'es mon serf, si j'ai envie de te fouetter, je te fouette. Si j'ai envie de te faire telle corvée, tu fais telle corvée. Un point, c'est tout, quoi, tu vois. Alors que lui, quand il disait non, je te confie mes serfs, mais tu n'auras pas le droit de leur faire des corvées qui ne sont pas établies dans le contrat qu'on a fait, tu vois. Donc c'était un gars qui avait j'ai envie de dire une âme charitable, c'était un gars qui avait un profond respect pour l'être humain, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je pense que c'est un trait de caractère, de personnalité qui est, pour cette époque, c'est hors du commun. Hein. Personne ne faisait ça, tu vois. J'ai dit tout à l'heure qu'il avait fait il a participé c'est-à-dire que c'est lui qui était en charge de la construction des canals à Kronsdal. Et bien, quand maintenant il va visiter les chantiers, il voit en fait qu'il y a beaucoup d'ouvriers qui ont par exemple des enfants qui ne vont pas à l'école parce que c'était des villes dans la ville, tu vois, parce que c'était vraiment des travaux monumentaux. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit maintenant à chaque ouvrier, ce qu'on va faire, c'est que vous allez mettre un copec de côté, chacun, et on va maintenant construire une école. Tu vois ce que je veux dire? Bien entendu, l'argent des ouvriers ne suffisait pas, mais comme il connaissait du monde de ouf, eh ben il a dit, vous inquiétez pas, on va faire, je vais faire des demandes à des gens que je connais, tout ça. Donc il a fait ce qu'il a fait à faire, il a fait son networking, et finalement il a reçu, si tu veux, assez d'argent pour pouvoir construire l'école pour ses enfants qui étaient en fait comment est-ce qu'on va dire, c'était comme des misérables, tu vois, c'était comme des Cosettes, tu vois, c'était vraiment des enfants qui étaient laissés pour compte pendant que leurs parents étaient en train de construire, si tu veux, de construire, si tu veux, la Russie, quoi, hein, tu vois ce que je veux dire? Il a aussi construit quoi pendant qu'il faisait tous ces travaux? Il construisait des hôpitaux, tu vois, parce que beaucoup de gens mouraient à cause des, si tu veux, des conditions de travail, quoi, tu vois. Il faut savoir qu'en hiver, il ne pouvait même pas travailler parce que les lacs étaient trop congelés, tu vois. Donc, c'est juste pour te... Imagine un peu dans quelles conditions les mecs ils travaillaient, tu vois. Et donc, lui, cet homme,
plein d'humanisme, plein de générosité. Parce que c'est des choses qui ne se faisaient pas. C'était un truc, comme je t'ai dit, toi, tu insères. Ça veut dire que tu vas, tu travailles, tu meurs pas. Bon, tu continues de travailler, tu vois. Mais ils n'étaient pas dans un délire de considérer les gens comme des humains. Les gens étaient considérés comme du bétail, quoi. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui, je pense, est très important dans la vie d'Abraham. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu veux, donc jusqu'à l'âge de 66 ans, donc jusqu'à l'âge de... En fait, jusqu'à la mort de sa sœur Élisabeth, pas de sa sœur, mais oui, de l'impératrice, sa sœur Élisabeth, qui meurt en 62, en 1762, donc quand lui, il a déjà 66 ans, et bien à ce moment-là, après, mais il a 66 ans, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il est toujours sur tous les fronts, tu vois, au niveau de la construction de cet empire russe, là, dont on parle. Donc, à 66 ans, il est toujours en pleine, si tu veux, capacité intellectuelle, et j'ai envie de dire physique. Il est toujours d'un côté et de l'autre de l'Empire à, si tu veux, fortifier et construire justement cet empire, tu vois. Donc, entre-temps, bien entendu, il a eu des enfants. Entre-temps, comme je t'ai dit, il a été fait chevalier. Il retape les fortifications de tout l'Empire. Il est aussi un expert en hydraulique, tu vois ce que je veux dire? Justement, en ce qui concerne la construction du canal de Kronstadt, tu vois. C'est aussi donc un expert en hydraulique, tu vois ce que je veux dire? En 1755, il est fait général-lieutenant, donc qui est le troisième rang hiérarchique militaire, tu vois ce que je veux dire? Donc, et c'est pour ça que je dis que la vie de cet homme, tu vois ce que je veux dire? Si la vie de Abraham Hannibal s'arrêtait au fait qu'il ait été enlevé à l'âge de 7 ans, qu'il ait traversé toute l'Afrique du Nord pour se retrouver dans l'Empire ottoman, pour être acheté ensuite par des Russes qui ont en fait été envoyés pour acheter cet enfant pour qu'il soit après donné à Pierre le Grand, pour que Pierre le Grand, si tu veux, l'éduque comme son propre enfant. Si on arrête l'histoire juste là, déjà, c'est une histoire extraordinaire. Mais quand tu sais qu'après, il devient le confident de Pierre le Grand, il va à la guerre avec Pierre le Grand, on l'envoie faire des études en France, il ne peut pas accéder aux études supérieures, il rentre alors dans l'armée française, il se fait blesser à la tête, il devient... donc il est ingénieur au sein de l'armée française, lieutenant-ingénieur au sein de l'armée française. Il finit la guerre. Grâce à ses galons, grâce au fait qu'il est ancien combattant, il peut accéder comment dirais-je, à l'éducation supérieure. Maintenant, il rentre en Russie. On commence à le faire travailler de gauche à droite pour commencer à faire les fortifications. Pierre meurt. Il devient le professeur du futur tsar, qui est encore un enfant. Entre-temps, l'impératrice et, si tu veux, règne pendant 2 ans. Elle meurt. Ensuite, il y a le jeu de Game of Thrones. On l'envoie dans toute la Russie, jusqu'à l'envoyer en Sibérie. Finalement, sa sœur prend le règne, elle devient impératrice. Elle le rappelle, tu vois ce que je veux dire? Et de là, si tu veux, elle lui redonne un second souffle dans sa vie. Le gars, il devient chevalier, il devient noble. Il devient, si tu veux, gouverneur de terre. Il construit des hôpitaux. Il construit des écoles pour les plus démunis. Je veux dire que, franchement, même si, je sais pas moi, même si tu voulais écrire un roman ou une fiction sur la vie extraordinaire de je sais pas qui, tu vois, pour en arriver à ce degré d'extraordinaire, tu vois, c'est vraiment extraordinaire ce qui lui est arrivé. Quand il part à la retraite à 66 ans, d'accord, c'est vraiment, il part malgré lui, hein, il part malgré lui, après avoir eu une vie, comme je te dis, extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire, c'est-à-dire qu'il sort de l'ordinaire, avec des hauts de ouf, avec des bas de ouf, mais le gars, il avait une résistance, c'est-à-dire que la vie ne lui avait pas fait de cadeaux, mais d'un côté, mais la vie lui avait fait aussi d'autres cadeaux de l'autre, qui font qu'il a une vie sans dessus, dessous,
mais qui est juste extraordinaire. Son premier mariage, j'en parle même pas. Il se marie avec une femme et il se passe des... Ok, je vais en parler. Premier mariage, il se marie avec une femme qui s'appelle Eudoxie. Bon, comme lui, c'était un bon parti quand même. Tu vois, il était le filleul du tsar, il était connu dans la cour, c'était un bon parti, tu vois. Donc quand il est parti voir le père de Eudoxie pour lui dire qu'il a envie de la marier, son père, lui, il a dit, il s'en fout que ce soit un négro, que ce soit un africain. Le gars, il a vu que le mec, c'était le filleul du tsar. Donc, ok, il donne la main à sa fille, ok, il n'y a pas de problème. Sauf que, écoute bien, cette fille-là, elle n'aimait pas Hannibal. Elle ne l'aimait pas, elle le trompait. Bref, finalement, elle tombe enceinte. Hannibal, comme je t'ai dit, il vient du lac Tchad, il vient de Logon, il vient du lac Tchad, tu vois. Donc, c'est un noir, c'est un africain, c'est un nègre, c'est un négro, tu vois. Il fait un enfant. Eudoxie, en tout cas, devient enceinte. Eudoxie est enceinte. Maintenant, quand c'est l'heure d'accoucher, l'enfant qui sort du ventre de Eudoxie est blanc comme neige. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est ça. Et ça, c'est la fille, comment dire, de l'adultère qu'elle a commis avec un autre gars, tu vois. Et ben, Abraham, Hannibal, va éduquer cet enfant comme si c'était son propre enfant. Ensuite, sa première femme, elle est partie en cacahuète. Il s'est remarié. Il a gardé l'enfant de sa première femme, donc qu'elle avait eu en le trompant, tu vois. Donc si ça, c'est pas être... rien que ça, je trouve c'est extraordinaire, tu vois. Combien d'hommes auraient éduqué l'enfant d'une femme qui t'a trompé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Elle t'a trompé avec quelqu'un d'autre, et voilà, quoi. Encore s'il avait été blanc, bon, on aurait pu dire que bon, au moins, ils sont entre blancs. Mais là, dans une Russie du 18e siècle, le gars, il a quand même gardé l'enfant. Tu vois ce que je veux dire? Après, il s'est remarié, bien entendu. Il a eu, c'était quoi? Je crois il a eu 3 garçons, non, 4 garçons et 2 filles, tu vois ce que je veux dire? Et ce sont de ces enfants-là qui engendront justement Pouchkine, qui est le plus grand poète russe de toute l'histoire, tu vois. Donc juste pour la petite histoire, il y avait son premier fils Ivan, qui était vraiment, qui a vraiment marché dans comment on appelle, dans les pas, si tu veux, de son père. Donc il a fait une carrière militaire fantastique, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, il y avait son frère, son petit frère, Joseph, qu'on appelait aussi Ossip. Et donc c'est cet enfant-là, Ossip, qui a eu une fille qui s'appelait Nadine. Et c'est Nadine qui a eu un enfant qui s'appelait justement Pouchkine, Alexandre Pouchkine, qui est donc le poète le plus connu, reconnu de la Russie. Le voici, là, je vais vous le montrer. Donc le voici, ça c'est Alexandre Pouchkine. Et lui, Pouchkine, ce qui est bien, c'est qu'il a toujours revendiqué, si tu veux, ses origines africaines, parce qu'il connaissait justement l'histoire de son arrière-grand-père, Abraham. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça aussi, c'est très notable. Malheureusement, Pouchkine, donc Alexandre Pouchkine, il va mourir assez prématurément. D'ailleurs, quand il est mort, il était en train d'écrire justement un roman sur son aïeul africain qu'il appelait, il me semble qu'il l'appelait le nègre de Pierre, un truc comme ça, tu vois, mais de manière, on va dire, affectueuse, il l'appelait comme ça, tu vois. Donc là, on voit, ça c'est Pouchkine, Alexandre Pouchkine quand il était petit. Là, on voit sa mère, donc Nadine, qu'on appelait, c'est sa mère qu'on appelait la belle créole, un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, quoi. Donc, et la mère, justement, de Pouchkine, elle sera, justement, c'est-à-dire qu'elle sera vraiment en bon terme avec Ivan, donc le grand frère de Joseph, Joseph, lui, il était un peu trop frivole, tu vois ce que je veux dire. Le gars, il était même parti se marier en mentant qu'il n'était pas encore marié. Donc, enfin bref, plein d'histoires. Mais tout ça, c'est très très bien raconté dans le livre. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire une petite revue de ce livre, parce que, c'est-à-dire que des histoires extraordinaires comme ça, j'en ai rarement entendu parler. Je pense que c'est un personnage dont tout le monde peut tirer
j'ai envie de dire, un brin d'inspiration. Si ce n'est au niveau de l'humanisme, on peut encore parler de sa, comment on pourrait dire ça, de son intelligence tout court, tu vois. Et voilà quoi, je ne sais pas combien de personnes auraient pu résister à toutes les tentations auxquelles lui il a résisté. Parce qu'en fait, même quand il est en France, même quand il fait ses études, il y a beaucoup de rapports sur les élèves russes, par exemple, tu vois. Donc on entend beaucoup de choses. Mais lui, ce qui est bien, c'est qu'il est resté concentré, focalisé sur son objectif, qui était de sortir de là avec son diplôme, de rentrer en Russie, et puis de développer le pays, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, ne serait-ce qu'en termes de volonté, tu vois, d'achever quelque chose, tu vois, on peut aussi prendre beaucoup d'inspiration là-dedans. Et, euh, et voilà quoi. Et le fait, comme je dis, que cet homme-là, Abraham Hannibal, c'est un homme qui est vraiment vécu, c'est un homme qui est fait de chair et de sang, c'est pas une fiction, c'est quelqu'un qui a vraiment existé. Je trouve que c'est fantastique. Euh, je pense que cette biographie mérite même un biopic ou même peut-être une série, tu vois ce que je veux te dire, tellement la vie de cet homme est fantastique. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vous conseille ce livre, Abraham Hannibal, l'aïeul de Pouchkine, de Dieudonné Niamankou, aux éditions Présence africaine. Vraiment, je vous le recommande, je vous le conseille. C'est un livre qui se lit très bien. Il y a aussi une très très belle bibliographie très dense. Ok, la bibliographie, il doit y avoir au moins, je sais pas, une cinquantaine de pages de bibliographie facile, tu vois. Donc ça permet aussi, si tu veux, voilà, si tu veux continuer à faire des recherches sur Hannibal, ouais, il y a une cinquantaine de pages, soixantaine de pages même, euh, au niveau de la bibliographie. Donc c'est très très bien référencé. Moi, ce que j'aime vraiment, ce sont les chutes, si tu veux, de lettres, tu vois, qui se passent d'un côté, d'un autre, et on voit vraiment la manière dont les gens déjà s'exprimaient. Je trouve que c'est fascinant, quoi. Je trouve que c'est fascinant. Et pour toutes ces raisons, je vous conseille de lire ce livre, la biographie de Abraham Hannibal, le Bisaïeul de Alexandre Pouchkine. Peace.